étaient là auparavant, c'est la deuxième partie de leur cours. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Je voudrais qu'on commence d'abord par souhaiter la bienvenue à l'écrivaine Chen Keyi et à sa traductrice Brigitte Duzan. Si vous voulez bien, une petite séance d'applaudissements pour commencer. C'est un honneur et surtout c'est inédit. À ma connaissance, Chen Keyi n'est jamais intervenu à Bruxelles. Donc vous avez, je crois, énormément de chance, il faut le dire. Nous avons tous énormément de chance, donc merci beaucoup d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Vous avez en plus ramené le soleil, enfin presque. Voilà, donc comme j'expliquais tout à l'heure, ça va se diviser en fait en 3 parties. D'abord, on va entendre Coraline Jorté qui a bien accepté de nous parler en quelques lignes de la littérature écrite par les femmes en Chine, puisque c'est sa spécialité. On entendra ensuite Brigitte Duzan qui est assise devant, qui nous parlera de son travail de traduction et de l'œuvre de Chen Keyi, et de Chen Keyi aussi, qu'elle connaît bien maintenant puisqu'elles viennent de passer les derniers jours ensemble à Paris. Et nous ouvrirons ensuite une table ronde qui sera dirigée par Coraline Jorté et qui réunira donc Chen Keyi et sa traductrice Brigitte Duzan. Et puis bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses, il ne faut pas hésiter. Avant que j'oublie, ce soir, Chen Keyi sera aux côtés de Isabelle Ouiri, qui est dans la salle. Il me semblait bien avoir reconnu. À Filigrane, donc à partir de 18h à Filigrane, tout le monde est bienvenu pour nous rejoindre. Je pense que les thématiques seront en partie les mêmes, mais en grande partie nouvelles. On ne va pas pouvoir tout aborder ce matin, donc je vous convie tous à nous rejoindre si vous pouvez ce soir à Filigrane à partir de 18h. Voilà, et je laisse la parole à Coraline. Merci. Merci beaucoup Vanessa, merci beaucoup de nous accueillir dans ce cours de littérature et cinéma chinois. Et c'est également dans ce cadre que Vanessa m'a demandé de faire un tout petit retour en arrière sur la littérature féminine, entre guillemets, de quoi s'agit-il et comment est-ce qu'on peut décentrer un petit peu, remettre en question ce concept qui, a priori, apparaît souvent comme donné. Comme le témoigne la photo ne marche pas. Vous aviez Foodie qui est juste là. Ici. En chinois, voilà. Qui est juste là. Bon. À droite. Et en fait, l'image à votre droite zoom sur la jaquette. Et on voit en fait marqué sur cette jaquette Zhongguo Nu Xingwen Xuejiang. Et donc, prix qui explique que Chen Keyi a reçu le prix de la littérature féminine. Et donc, à partir de là, Nu Xingwen Xue, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la littérature écrite par des femmes ? Mais auquel cas, est-ce qu'on peut considérer de manière absolument monolithique que la littérature qui serait écrite par des femmes aurait quelque chose d'intrinsèquement féminin et pourrait être assemblée ? On ne dit pas, par exemple, on ne va pas dire pour tous les grands auteurs masculins du 19e, oui, c'est de la littérature masculine. Alors, pourquoi parle-t-on, dans ce cas-là, de littérature féminine ? Et donc, à partir de là, je voulais faire un retour en fait en arrière sur une série de concepts qui vous seront utiles dans le cadre du cours de littérature et cinéma chinois, sur ces notions-là, ces notions de wenxue, littérature, versus Nu Xingwen Xue, littérature féminine au féminin. De la même manière, sur la notion de Zuotia, un auteur, une auteure, puisque le chinois ne marque pas en genre, mais on parle de Nu Zuotia, d'autrice, d'auteur, mais pas, étonnamment, de Nan Zuotia, sauf dans certains écrits plus académiques sur le masculinisme en littérature, etc. etc. Et donc, à travers cette rapide intervention, j'aimerais bien revenir sur cette notion de littérature féminine, Nu Xingwen Xue, qui n'est pas le miroir en chinois d'une littérature masculine. Il n'y a pas de Nan Xingwen Xue. Et donc, a priori, il y a une espèce d'universalisation du masculin qui rentre en œuvre ici. Alors, Nu Xingwen Xue, la littérature féminine, on considère généralement que c'est quelque chose qui arrive en 1927 avec le journal de Mademoiselle Sophie et avec Ding Ling. Comme si ça sortait un petit peu de nulle part,
avec la bénédiction des auteurs du mouvement du 4 mai qui cherchaient à promouvoir la nouvelle femme, Sin Nuxing. Mais ce qui est intéressant, en fait, et qui ressort de recherches plus récentes en littérature, c'est que si dans les années 20, on parlait déjà de Nutsuotia, d'autrices, on ne parlait pas encore tant de Nuxing Wenshui, de littérature féminine. Dans les années 20, les catégories qui étaient en œuvre, c'était la littérature de boudoir, Koesio Prai Wenshui, vous l'aurez quelques slides plus loin, et la littérature de la femme nouvelle, Sin Nuxing, mais pas de Nuxing Wenshui en tant que telle. Et donc, à travers... Je vais faire un petit arrêt sur image pour vous montrer en fait comment cette catégorie de littérature féminine en Chine s'est constituée socio-historiquement. Alors dès la fin du 19e siècle et dans les années 1910, il y a une sorte de triple origine de cette communauté de femmes auteurs qui émergent. Tout d'abord, dans le sillage de Tiotin, l'activiste féministe qui veut fonder une communauté féminine en fait, et qui appelle ses sœurs à prendre la plume comme on prend le sabre. Et puis d'autre part, il y a évidemment l'héritage de celles qu'on appelle les tsainu, donc les femmes lettrées de bonne famille, qui accèdent à l'université avec la création massive d'écoles pour femmes au début du XXe et qui se mettent à écrire. Et puis évidemment, il y a la libération de la femme comme projet politique pour la nation, dans le sillage du mouvement du 4 mai. Alors ces débats, évidemment, sur Tsuotia versus Nutsuotia, auteur-autrice, n'ont pas lieu qu'en Chine. Ils sont évidemment le parallèle de débats qui ont lieu en Occident sur le terme auteur qui invisibilise les femmes, par exemple en français, versus mettre l'accent sur la différence de genre, disent certains, donc codé comme inférieur par rapport à une catégorie de référence qui serait la catégorie de l'auteur masculine par définition. Et d'ailleurs, Wang Anyi, une auteure chinoise très, très importante contemporaine, dit dans une interview avec presque une pointe de hargne, non, je veux qu'on me considère comme auteur avant d'être une femme auteur, je ne suis pas une Nutsuotia avant tout. Et enfin, la dernière catégorie ici en bas, la catégorie de Mei Nutsuotia, qui est un phénomène qui s'est développé comme argument marketing, en fait, à la fin dans le courant des années 1990, avec des ouvrages, par exemple, comme Trang, donc, de Mian Mian, ou Shanghai Baby, d'Annie Baobei. Et c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces dans les comités de rédaction des magazines littéraires et des maisons d'édition. Et puis, quand la popularité de ces auteurs-là a commencé à éclipser le reste de l'intelligentsia masculine, on a commencé à parler tout d'un coup de vulgarité, de décadence, de consumérisme, et c'est devenu quelque chose de quasiment scandaleux. Et d'autre part, cette notion de Mei Nutsuotia, ça renvoie aux 4 beautés, aux 4 concubines séductrices de la Chine classique, et ça juxtapose un mélange de femmes fatales versus élite masculine lettrée, qui renvoie d'une certaine manière à l'idée de Nutsu Wutsai Pianshete, que l'importance, c'est que la vertu d'une femme doit consister à ne pas avoir de talent littéraire ou artistique, et donc cette juxtaposition dérange. Et là, de nouveau, on peut se demander, tiens, y a-t-il un parallèle? Parle-t-on de Shuaige Zuotia? Eh bien, non. Il y a quelques références, bien, par exemple, à Guo Tingmin, qui est une idole pop et un écrivain, mais Shuaige Zuotia, ce n'est pas un genre littéraire, tandis que Mei Nutsuotia s'en est quasiment devenu un. Donc pour revenir sur le contexte d'apparition de cette catégorie de femmes écrivains, bon, d'une part, l'apparition de journaux, de magazines dans les années 1880, en fait dédiés aux femmes, et vraiment spécifiquement avec vraiment le développement très important de la presse, soutenu aussi par, c'est un petit peu clair, mais soutenu par des revues liées au milieu missionnaire et catholique, par exemple The Green Year, ici Nuqingyan,
qui est la revue de la YWCA, de la Young Women Christians Association, qui publie des entretiens avec des autrices de l'époque. Ici, c'est un extrait d'entretien c'est Lu Yin, Ling Shuhua, Bing Xin ensemble qui parlent de qu'est-ce que c'est finalement être une femme auteure, qu'est-ce que ça change quand on est avant le mariage, après le mariage, en fonction du temps qu'on a pour écrire, comment jongler par exemple en tant que femme parfaite de la nation, élever ses enfants et écrire ce genre de choses. Et cette notion, cette catégorie de femme auteure se développe également dans les préfaces et les compilations d'écrits, puisque par exemple ici vous avez la table des matières d'un ouvrage de 1933, Tang Dai Zhongguo Nu Zuo Jia Lun, qui est sous-titré Ji Wei Tang Dai Zhongguo Nu Xiao Jia, pardon, et en fait qui distingue 3 catégories de littérature écrite par les femmes de l'époque: la littérature de boudoir, dont il donne Bing Xin comme représentante, la nouvelle littérature de boudoir qui mélange la littérature de boudoir avec des éléments en fait déjà liés à la femme moderne, par exemple avec des éléments comme le rouge à lèvres, etc. Et il cite Ling Shuhua. Et enfin la littérature de la femme nouvelle à proprement parler, la femme moderne de la nation nouvelle, qui est avec Ding Ling comme représentante. Et ici, ça devient vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que les débats qu'on a aujourd'hui, que ce soit en Chine ou en Occident, sur la place de la femme en tant qu'auteur, se trouvaient déjà finalement dans les préfaces de ces ouvrages dans les années 1930. Et ici, je vais citer in extenso à partir du bas de la page de gauche, à partir de Qi Shi en français. Donc, à vrai dire, les choses littéraires sont l'affaire de tous. Il n'y a pas lieu de scinder les auteurs en auteurs hommes et auteurs femmes. Nous ne pouvons pas non plus dire que les femmes ne sont pas aptes à parler de littérature, pas plus que nous ne pouvons dire qu'elles ont un talent inné qui convient particulièrement aux choses littéraires. La littérature analyse la vie intérieure des êtres humains et les rapports entre ceux-ci et la société. Les hommes comme les femmes vivent au sein de la société et ont chacun une vie intérieure qui leur est propre. En l'exprimant à travers la littérature, tous deux peuvent créer des œuvres littéraires. Ainsi, femme-auteur n'est pas un terme qui convient, car un auteur est un auteur sans distinction homme-femme. Et alors ici, ça devient vraiment intéressant parce que le texte continue. Toutefois, nous employons le terme femme-auteur dans cet ouvrage. Nous l'employons pour désigner spécifiquement les auteurs, mentionnés ci-avant, car cela nous permet de mettre en évidence certains aspects de la vie. En effet, la vie intérieure des femmes et leur rapport à la société est différent de celui des hommes, et donc les personnages auxquels elles donnent forme pourraient difficilement être imaginés par des hommes. Par conséquent, leurs œuvres sont représentatives de types de vie largement distincts de ceux des hommes. Et donc vous avez déjà là une réflexion en fait, qui se retrouvera 50, 60 ans plus tard, quand, avec le retour en fait, de la description de la conscience intérieure dans les années 80 avec Wang Anyi. Et alors rapidement, donc ce concept, je viens de vous expliquer assez rapidement comment femme auteur, autrice était devenu un concept en Chine, et maintenant ce concept de littérature féminine, Nuxing Wenshui, qui est venu en fait bien plus tard, qui est venu à travers 2 vecteurs. D'une part, à travers les travaux des critiques et chercheurs qui ont cherché à théoriser la littérature chinoise du XXe siècle et avant, avec le développement notamment de la critique littéraire féministe, avec l'établissement des premiers centres de recherche en études sur les femmes à Pékin dans les années 80-90, qui a été accéléré par la conférence de l'ONU. Et donc ici, à titre d'exemple, vous avez les 4 périodes de la littérature féminine au XXe siècle, telles que données par Tin Seoyan, qui dit 1917-1927, la littérature se focalise sur les droits de la femme. Des années 20 aux années 40, on avance progressivement vers des notions de femme et révolution. Et puis 50-70, le jeu féminin qui s'engloutit dans le nous révolutionnaire. Et puis une nouvelle époque, un renouveau à partir des années 80. Donc ça, c'est une voie de développement de ce concept de littérature féminine tel qu'il est employé encore aujourd'hui par de nombreux chercheurs.
Et puis d'autre part, dans les années 80, ce retour à la subjectivité en littérature avec une série d'autrices qui cherchent à développer un discours qui serait spécifiquement féminin, puisque l'expression de la différence genrée a été largement effacée sous les années Mao. Et donc, c'est les années 80 en littérature, avec notamment la trilogie de l'amour de Wang Hanyi. C'est le début d'un essai d'expression de conscience individuelle, de Yishi, avec, et plus uniquement de conscience politique qui est tuée. Donc c'est un renouveau aussi. On recommence à écrire sur des questions d'amour et de sexualité en littérature, ce qui avait été largement effacé dans les décennies qui précèdent. Et en fait, pour ça, une série d'autrices vont convoquer la tradition des années 20 et vont se revendiquer en fait d'une littérature, d'une Xingwenxue, d'une littérature féminine des années 20 en tant que bloc constitué. Enfin, avant de... attendez, pardon. Donc, toujours sur cette question de la théorisation en fait, des grandes thématiques chez les autrices chinoises aujourd'hui, Schaffer et Song donnent 4 grands thèmes, donc et que je pense on abordera au fil de la journée ici ou ce soir chez Filigrane. Donc le droit des femmes de la campagne, qui est un thème majeur actuellement, la question de rendre aux femmes leur place dans l'histoire, avec notamment des biographies et des biographies romancées telles que celle de l'impératrice Wu Zetian, des thèmes sexuels subversifs, on y reviendra, et aussi des romans sans hommes, ou alors des romans où les hommes sont relégués à l'arrière-plan. Mais bien sûr, malgré ces thématiques communes, la question de ce terme de Nuzotian reste problématique parce qu'il contribue à divers degrés. Et là, je renvoie à un article, je ne l'ai pas mis, de Lydia Liu de 2004, mais qui, d'une part, il minimise la portée des écrits des femmes, avec de nouveau cette idée, mais qui n'est pas spécifique à la Chine, que les questions traitées par les femmes seraient soit triviales et domestiques, soit intrinsèquement féministes, mais que les questions sérieuses, universelles, seraient réservées quelque part aux auteurs. Et puis, également, une question de pression vis-à-vis des auteurs pour le politiquement correct comme condition de publication. Et là, par exemple, j'étais à Shanghai en décembre dernier avec Sheng Krui au 60e anniversaire de la revue Shouhuo, et Sheng Krui a fait une lecture de son roman Tao de Song. Et juste après, divers auteurs masculins que je ne citerai pas viennent discuter, et puis lui font remarquer ce que tu écris, c'est quand même toujours aussi huang, aussi pornographique. C'est étrange. Et donc, toujours cette question du politiquement correct, parce que la question du corps et la question sexuelle choquent quand elle sert à critiquer autre chose, et elle choque quasiment plus quand elle est une fin en soi. Et donc, il n'y a pas, d'une certaine manière, de position qui soit jugée acceptable pour une femme écrivain, puisque dans les deux cas, ça dérange. Et alors là, je voudrais conclure sur 3 citations de 3 autrices contemporaines, et laisser tout de suite Sheng Krui réagir là-dessus, parce que je pense que c'est sa parole qui est la plus intéressante en la matière, sur ce qu'est être ou pas une autrice en Chine aujourd'hui. Donc première citation de Xu Ting, qui dit « Do not let television impose on you the idea that you are a woman writer, a writer of the female sex, because its screen is only a piece of glass that never reflects you as accurately as a mirror. Nowadays, the criteria for women's literature function like a net to catch butterflies. Those who want to be caught by the net would submissively fold their colorful wings to be marked as samples, which, in consequence, would be overstocked and sold cheaply by vendors. Those who have escaped the net may be the most valuable, because they are too active to be caught and too different to attract the public's attention. » Alors, je suis tout de suite cette citation, et vous verrez très vite pourquoi les 3 fonctionnent bien en miroir, par une citation d'une interview de Wang Hanyi en 2012, qui parle en fait de la représentation des femmes dans la littérature contemporaine. Et elle explique « If we talk about women's rights today, I believe we have accomplished a lot. However,
I do feel that when we look at it from the perspective of the emotions, we are still quite primitive. It's like we, women, are not fully evolved, as if we're still dragging a tale of emotions. When a woman is the protagonist of a story, she's mostly completely independent, she has everything, she can do anything, and yet she is still yearning for love, searching for true love. So actually, not much has changed in this perspective. We are still living in the age of Jane Austen. We're still not so developed and still predominantly looking for a good marriage. Et je termine maintenant avec une citation de Shunkrei de 2012. Et là, à partir de celle-ci, j'aimerais qu'elle nous dise si elle est toujours d'accord avec elle-même ou si les choses ont changé pour le meilleur ou pour le pire. Elle disait à l'époque, dans une interview au sujet de Filles du Nord, son premier roman, traduit en anglais par Shelley Bryant, In the eyes of men, women are not welcome to the profession of writing. They are only curious about the women writers, regarding them as aliens. In a society where worship of wealth and power prevails, in the world where people are impoverished spiritually and indulge in materialistic desires, they do not need souls, and literature is deemed useless. Et enfin, sur les structures de pouvoir à l'œuvre en la matière, elle termine. This male-dominated society not only refers to the real man, but also refers to the combination of power, wealth, and an unreasonable social system and values. It is almost impossible for women from all social classes to escape such social pressures. Et je voudrais donner la parole à Shunkrei tout de suite pour rebondir sur la question sur qu'est-ce que finalement pour elle c'est être une autrice en Chine aujourd'hui et surtout me contredire le plus possible, c'est qu'elle n'hésite pas à, si j'ai dit beaucoup de bêtises, à préciser. Merci. 谢谢。我就这样子，我刚才听了你的这个对女性文学这样的一个梳理，觉得挺受益的，因为特别的完整，也特别的深刻，对中国女性文学的研究。然后呢，其实就我个人来说，我的了解都没有你这么的透彻。你刚才举的这几个女作家的例子，可能都是我们的写作风格可能也不太一样，但是可能对于女性的这个自身的这种意识和这种权利都有比较清醒的认识。我不太知道2012年的时候，我的这个现在6年过去了，我想不会有特别大的改变的，因为我从我开始写作，或者说从我懂事之后起，我就一直对自己的这个性别的意识，这个感觉特别强烈。那么我在我的书写当中，我的故事当中的女主人公呢，一向都是保持着这种自省和独立，这种对于追求这种自由的一种坚韧性。不好意思，搞忘了。Ok,我先翻译一下，然后你慢慢写。Ok, mais est-ce que le micro marche vraiment? Normalement, oui. Ok. Mais il n'est pas fait pour parler fort. D'accord. Il est pour être enregistré. Ah oui, d'accord, ok. Je vous remercie tout d'abord parce que je suis tellement reconnaissante et j'apprends beaucoup de choses de la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Même moi, je crois que je connais moins de choses que vous sur la littérature féminine. Et vous avez cité tout à l'heure quelques autrices, même si nous partageons pas forcément le même style littéraire, mais c'est vrai que nos protagonistes dans notre œuvre, elles sont des femmes qui ont de la claire conscience d'elles-mêmes. Et même après 6 ans, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit en 2012, parce que depuis que j'ai conscience en moi, j'ai toujours cette conscience très forte de mon genre et de ma sexualité. Dans mes romans ou dans toutes mes œuvres, les protagonistes féminins, elles aussi, elles ont une très forte conscience en elles-mêmes.
我觉得中国女性在书写，但是总体上我觉得女性不太习惯于在一个公共场合去发表一个声音和态度，在这种形式上表现没有男性作家那么活跃。Même si en Chine, les femmes écrivent depuis longtemps, mais c'est vrai que les femmes n'ont pas l'habitude de réagir devant le public. Donc, dans ce sens-là, nous sommes moins actifs que les hommes auteurs. 我觉得，因为觉得作家应该是走在一个思想前沿的。那么虽然中国女性有不少的作家在书写，并且他们也表现非常勇敢，但是我觉得仍然还缺乏我觉得解放，这是我一以贯之的一个关键词，在我的人生和写作当中，我觉得解放是一个最重要的这样的一个词，也是一个行动，包括解放你的写作的语言，解放你的思想观念，解放一切束缚你的东西，这样的你的作品才能传达一种力量，才能真正的去或者是影响读者，或者去解放别人。Moi, je pense que le rôle de l'écrivain, il doit se situer toujours à la pointe de l'époque. En Chine, il ne manque pas de femmes qui écrivent, mais je ne pense pas que nous sommes, en tant que femmes écrivaines ou autrices, je ne pense pas que nous sommes assez libérées. La libération, c'est toujours le mot-clé pour toute ma création. Il s'agit de la libération de la langue, la libération de l'esprit et de se libérer de toutes les limites. Je crois que ça, c'est le seul moyen qu'on peut vraiment écrire des œuvres qui influencent le public. 因为我现在我不知道这个时间怎么掌握。对。OK。OK, d'accord. 谢谢。Voilà. On va passer de toute façon tout à l'heure à la table ronde, donc on va d'abord laisser Brigitte Duzan je trouvais que c'était très intéressant et quand même très intéressant aussi de voir que Coraline a commencé aux années 1920 en remontant un tout petit peu à la fin des Qing. Et c'est assez caractéristique parce qu'on ne parle jamais de ce qui s'est passé avant. Il n'y avait pas des femmes qui écrivaient avant. C'est quand même étonnant. Et justement, maintenant, on commence à se pencher sur ce problème et à se dire que, si, il y avait quand même des femmes qui écrivaient avant. Le problème, c'était, comme toujours, c'est de se faire connaître. Et les femmes étaient enfermées dans plus ou moins dans la famille, dans la maison, dans le clan, etc. Et on a quelques voix qui en sont sorties, et ce sont surtout des poètes. Mais le premier poète féminin, poétesse, qu'on a récemment retrouvé, elle a des Han. Donc c'est quand même assez lointain. Donc il y a eu des femmes qui ont écrit, maintenant il reste à les trouver. Et on a trouvé en particulier que sous les Ming, et elles ont créé un nouveau genre littéraire qui s'appelle trance, qui est justement entre la poésie et la prose, et dont on a très peu de textes encore, mais ça commence à émerger. Donc on est dans une recherche qui est juste à ses débuts. Donc on va pouvoir parler de littérature féminine, même sous l'Empire chinois. Merci Coraline. On peut venir... Simplement, pendant que Brigitte présente Shenkeyi et son travail de traduction, je vous fais circuler le roman qui sera présenté en particulier, sa traduction ici par Brigitte Duzan, dont elle vient de me dire qu'elle est quasiment épuisée, donc la première édition en tout cas. Et puis là, c'est la traduction de un des premiers romans à succès qui a vraiment fait connaître partout dans le monde, donc Northern Girls, voilà. Je vous les fais passer, regardez, mais il faut que je les récupère à la fin. Merci. Donc j'ai commencé par un petit
un petit reportage géographique parce que je trouve que c'est très... Ah, pardon. Ouais, on va peut-être l'accrocher si tu veux, bien sûr. Ouais, je peux l'accrocher là. Voilà. Un petit... Attends, je vais passer comme ça. Oui, je trouve que c'est très important de savoir d'où vient Shankoi, parce que elle vient d'une région du Hunan dont on retrouve des caractéristiques dans ses nouvelles en particulier et qu'on retrouve indirectement dans son roman, qui n'est pas vraiment un roman, qui est d'un Zhong Pian, mais on va voir ça. Donc j'ai commencé comme un conte, parce que c'est un conte. Il était une fois, on était dans un petit village du Hunan, au bord d'une rivière, et là on retrouve beaucoup des caractéristiques d'enfants qu'elle a mis en scène dans certaines de ses nouvelles, dont 2 ou 3 que j'ai traduites et elle a raconté donc dans une interview du New York Times que pendant très longtemps, elle a été extrêmement complexée par ses origines et que quand elle est arrivée en ville, entre guillemets, et qu'on lui demandait d'où elle venait, elle voulait pas admettre qu'elle venait d'un petit coin paumé, qui est dans le Hunan. Donc voilà la situation du Hunan dans la Chine. Et donc c'est plutôt méridional. Et là d'où elle vient, donc c'est pas très clair ici, mais c'est le plus clair que j'ai trouvé, c'est ce que vous voyez là, sous les lacs, et qui s'appelle Iyang. Et c'est important de savoir parce que dans certains de ses écrits, on retrouve un paysage de lac, on retrouve un paysage de rivière, et en particulier un de ses nouvelles est une histoire de pêcheur, et donc c'est tout à fait ça. Et quand vous regardez, je vous montrerai quelques images, elle est aussi peintre, et quand elle peint, c'est très souvent une petite fille avec son petit chien qui est au bord d'une rivière sous un saule pleureur, et c'est le calme personnifié. Donc ses souvenirs d'enfance, on lui demande parfois, et on le retrouve aussi dans ses écrits. Donc c'est la pauvreté quand elle était petite, mais en même temps les joies de l'enfant qui va pas encore à l'école et qui va se baigner, qui va pêcher, soit avec très souvent c'était avec son grand-père. Et puis dans ce monde-là, un monde pauvre, où il n'y avait même pas une école, parce que les locaux de l'école s'étaient effondrés, et donc les cours avaient lieu dans sa maison. Évidemment, on pouvait difficilement parler de littérature parce qu'il n'y avait pas de livres. Et elle, les premiers livres qu'elle a lus, c'est un Lian Yanhua, une petite bande dessinée des 3 royaumes qu'elle a piqué à quelqu'un qui l'avait oublié sur un bateau, justement, quand elle allait d'un endroit à un autre. Donc, fascinée par les 3 royaumes. Et puis, un livre de Tignon, un livre d'un auteur de Hong Kong qui a écrit des wuxia, des romans de wuxia, et qu'elle avait réussi à vraiment, pas voler, mais prendre chez un grand-père ou chez un oncle qui le cachait dans une boîte qui était fermée à clé. Donc voilà, toujours la littérature par effraction. La littérature qu'on découvre quand on arrive à mettre la main sur un livre, et donc c'est une espèce de trésor caché. Alors, de ce village, un jour, elle a décidé de partir, et ça, elle pourra peut-être nous expliquer mieux, éventuellement, pourquoi et comment. Mais en 1994, elle décide de partir et d'aller travailler en ville pour échapper à la vie à la campagne. Et elle se retrouve ce qu'on appelle Mingong, mais qui est toujours en général au masculin. Et elle la décrit au féminin, parce que
10 ans plus tard, elle a écrit un roman qui traduit cette expérience de la vie des femmes qui débarquent à la campagne, qui débarquent à la ville de leur campagne, et qui s'appelle Filles du Nord, Bai Mei, parce que dans le Guangdong, elle m'a expliqué, toutes ces filles qui venaient travailler comme ça et qui étaient un petit peu maîtrisées, on les appelait les filles du Nord. C'est un petit peu méprisant comme appellation. Et puis, en même temps, ce livre lui donne un sentiment de liberté par l'écriture. Donc ça, elle pourra en dire plus tôt, mais elle parle beaucoup, quand elle parle, et elle vient de le faire d'ailleurs, ce mot de Tiefang, qui est la liberté donnée par l'écriture, et qui permet de libérer la pensée, qui permet de libérer la vie autour de soi. Et donc, c'est en même temps cette libération de soi-même et par soi-même des autres, une première incursion dans l'univers de la condition féminine, et donc une ouverture vers une nouvelle littérature qui commence à se former à ce moment-là, parce que quoi qu'on en dise, il y a quand même une littérature féminine en Chine, et surtout aujourd'hui. Donc, on parle toujours de Bai Mei comme début de son parcours littéraire, mais en fait elle avait déjà écrit un premier roman avant qui s'appelle Émulsion de lait et d'eau, et Shuaizhu, c'est exactement ce qu'elle raconte dans son roman, c'est-à-dire l'histoire d'une femme qui est partagée entre sa vie conjugale et une vie extra-conjugale, et qui arrive à concilier les deux, comme une émulsion de lait et d'eau. Pas exactement parfait, mais ça peut marcher. Mais c'est surtout la traduction de Bai Mei par Shelley Bryant en 2012 qui réellement l'a fait connaître. Ça a vraiment rendu son nom célèbre mondialement. Ceci dit, elle avait écrit d'autres romans entre-temps, et en particulier l'Ode à la vertu, ce Dao de Song, dont elle a lu un extrait au 50e anniversaire de Shouhuo, en faisant hausser quelques sourcils de ses collègues masculins, toujours un peu coincés. Ils n'ont pas encore l'habitude d'avoir des femmes dans leur rang. Et ça vient. Donc son 6e roman est encore quelque chose qui est original, en particulier dans sa forme, parce que c'est un roman qui reprend une fable, qui reprend une légende quasiment mythique de la littérature, de l'ancienne littérature chinoise, et qui est la source aux fleurs de pêcher, qui est l'histoire d'un pêcheur qui arrive dans une contrée inconnue après avoir traversé un parcours indéfini, et qui arrive dans une contrée un peu idyllique où tout le monde vit dans la paix alors que c'est la guerre partout ailleurs. Et donc elle reprend ce thème en faisant le thème d'une recherche actuelle. Et c'est d'autant plus intéressant au niveau de l'écriture qu'on retrouve des influences croisées de Cortázar, donc la littérature latino-américaine qui a beaucoup influencé la littérature chinoise, Orwell qui est aussi une figure extrêmement importante au niveau influence, et Tai Yuanming qui est l'auteur de La source aux fleurs de pêcher. Donc on est là dans une littérature qui est un croisement et qui arrive à intégrer diverses influences de littérature totalement différentes. Là encore, traduit en anglais par Shelley Bryant. Et on arrive donc à la fin de son parcours avec 2015 Barbaric Growth,
qui est intéressant parce que au-delà du contenu, au-delà toujours la forme, on peut écrire tout ce qu'on veut. Si la forme n'est pas bien, c'est pas très intéressant. Donc au niveau stylistique, c'est très intéressant, et en particulier pour la suite, pour Foodie, parce que elle découpe son texte en chapitres plus courts, l'écriture est plus concise, et en plus, c'est illustré de ses propres la vie, parce que elle est peintre et que elle illustre maintenant ses livres avec sa dernière publication, qui est un petit texte qui sont des commentaires ou l'histoire de la peinture qui l'accompagne. Donc voilà, on avait commencé ça dans Barbaric Growth, et c'est d'autant plus intéressant que en 2018, donc elle publie Second qui va sortir à Taïwan, et c'est intéressant parce que avec Foodie, on considère, elle m'a dit qu'elle considère que c'est une trilogie, et elle appelle ça Second Santuchu, la trilogie de l'utérus. Donc je dis un petit mot pour introduire Foodie, un petit mot sur ses nouvelles, parce que Foodie est entre le roman et la nouvelle. En fait, c'est en chinois ce qu'on appelle nouvelle moyenne, c'est Zhongpian Xiaoshuo. Et Zhongpian Xiaoshuo, c'est pas vraiment une nouvelle courte, et c'est pas vraiment un roman. Et c'est d'autant plus intéressant que stylistiquement, on peut faire des choses intéressantes avec une forme qui est un petit peu plus ramassée que le Changpian, que le roman. Donc ces nouvelles sont intéressantes par l'univers qu'elle crée, les personnages qu'elle met en scène, et qui sont souvent des personnages d'enfants, et l'univers est celui de son enfance. Et cette enfance qui passait dans le Hunan, dans son petit village du Hunan, avec une atmosphère extrêmement particulière et très chaleureuse finalement, avec une profonde sensibilité pour la nature qu'on retrouve dans Foodie d'une manière différente. Parce que Foodie finalement, c'est un petit peu la synthèse de tout cela, avec en plus la peinture pour l'accompagner. Puisque puisque le livre est accompagné de 10 peintures, de 10 lavis qu'elle a réalisées spécialement pour l'édition française, parce que l'édition chinoise n'en avait pas. Donc il y a 10 lavis qui accompagnent la traduction française. Alors voilà Paradis. Donc Paradis, on est donc à la jointure entre la nouvelle et le roman. On est à la jointure entre deux styles et à la jointure entre deux mondes. Parce que c'est à la fois une fable politique et c'est à la fois un petit conte extrêmement poétique. La fable politique, c'est une image de la Chine actuelle, de la Chine autoritaire, de la Chine patriarcale, dans ses aspects les plus inhumains. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le récit est conté par une jeune fille. Donc c'est plus vraiment un enfant comme dans les nouvelles, mais c'est une jeune fille. Mais c'est une jeune fille qui est restée un peu enfant parce que elle n'a pas vraiment toute sa tête. Et sa caractéristique, c'est de mêler le passé et le présent, de vivre le présent comme si c'était le passé et de revoir son passé comme si c'était le présent. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette nouvelle, c'est cette invention de ce personnage qui donne beaucoup de poésie au récit, et le personnage, l'imagination absolument fantastique de la jeune fille est traduit en images par les lavis qu'elle a réalisés et qui sont en fait les lavis de son univers personnel. Donc on a fait un triple univers qui est donc la fable politique, emblème de la Chine, l'univers de la jeune narratrice qui est en fait un écho
de son univers personnel. Donc c'est vraiment au niveau stylistique et au niveau du contenu un livre extrêmement intéressant et qui en plus a été un plaisir à traduire parce que c'est superbement bien écrit. Donc voilà, maintenant je la laisse rebondir là-dessus puisque voilà, je vous laisse avec l'image féerique d'un de ses tableaux avec ce qui est en fait sa signature. La petite fille en rouge et le petit chien noir. Donc c'est sa signature et elle a fait, qu'est-ce qui est vendu avec son livre, c'est un petit carnet où à chaque page, en bas de chaque page, vous avez sa signature, le petit bonhomme, la petite fille rouge et le petit chien en noir qui attend en bas que vous veuillez bien à écrire vos notes sur le petit carnet. On va peut-être passer, on va mettre les chaises. Donc je pense que Coraline a préparé des questions pour à la fois... Ça fait des années que je connais Sergei. Chaque fois que je la vois, on découvre encore quelque chose. Bah, du coup, il va falloir vous faire passer un peu le micro. Hein. Je te laisse Coraline. Voilà, à côté de Champeuil. Tu veux pas une chaise, une vraie chaise? Peut-être s'il veut d'abord rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui. 你说吧，真的，你姓什么？你姓什么？我说的好啊。哎呀，很高兴，非常高兴。在这样的一个非常温暖的教室里，然后和同学们一起来讨论我的童年，讨论我在中国乡村的生活，以及跟这些乡村生活跟我作品的一些关联。Je suis tellement contente de pouvoir intervenir dans une salle bien chaude avec le public pour parler de l'enfance et pour parler de ma vie à la campagne qui a influencé mon écriture. 刚才我听那个 Bridge 那个讲梳理我的作品的时候，其实我特别感动。然后我就像这个福地里的小女孩，我就走神了。其实我就又回到了我的童年，我的故乡那些山水，有一点特别想哭的感觉。Tout à l'heure, en écoutant Brigitte qui fait la présentation de mes œuvres, j'étais tellement émue. J'étais un peu comme le protagoniste de Foodie. Je fais balader mon esprit et mon esprit est rentré dans le village, le petit village de mon natal et j'ai un sentiment de vouloir partager quelques larmes avec vous. 因为福地在中文版出版以后，基本上没有跟读者这样子做一个非常深入的分享。因为刚才也对这个作品分析的时候也说到了，它有一种讽刺对中国社会的现象的一种讽刺，所以在目前的这种状况下，也没有。不太适宜做特别多的宣传，因为这可能与作品不利。En Chine, on n'a pas eu l'occasion, après la publication du Paradis, de vraiment rencontrer le public pour parler un peu de ce roman. Parce que tout à l'heure, comme on a dit, il s'agit d'une fable politique, mais aussi satirique. Donc dans ce contexte-là, ce n'est peut-être pas un bon choix de faire beaucoup de publicité et de rencontrer le public parce que ça pourrait faire mal à ce roman-là.
所以我觉得，今天是你们的中国女性文学的第一节课，所以我也是第一次来这个分享福地的这样的一个内容，一个作品。Aujourd'hui, c'est votre premier cours pour la littérature chinoise et moi, je suis aussi le premier écrivain qui intervient. C'est aussi la première fois qu'elle présente à Paradis. Ah, d'accord. 也是您第一次就是为福地站台宣传。我觉得特别隆重，因为有他们两位一直在支持我，然后从在收获见面那一次，然后我们就在商量要到自由大学来，这个布鲁塞尔自由大学来，就一直在期待着，终于今天能够实现了。Pour moi, c'est vraiment une occasion très solennelle parce qu'avec ces deux amis à côté de moi, nous avons discuté depuis l'anniversaire de Shouhuo de l'année dernière et j'ai vu aujourd'hui que ces discussions finalement portaient en fruit aujourd'hui, donc je suis vraiment contente. 我觉得还是回到这个小说。非常有意思的就是，我觉得我的译者对我真的非常了解。他刚才列出的这个对比，比如说一个女孩内心柔软的一个怀想，和目前她身处的这样的一个残酷的现实当中，它是有一个尖锐的对比，也就是诗意跟冷酷跟残暴在一起，但是组成了他的一个世界。因为他是一个弱智，那么弱智他对世界的看法是简单的，是单纯的，那么他看到的跟我们正常人看到的不一样。那么我觉得我恰恰要书写的就是他看到的，因为我觉得他看到的这一面是更真实的，更能反映这个社会现状更真实的一面。Ma traductrice Brigitte, elle me connaît vraiment bien parce que tout à l'heure, elle a dit que dans ce roman du paradis, il y a le croisement de la tendresse à l'intérieur du protagoniste et aussi la dureté de la vie à l'extérieur. Donc c'est bien ce que j'ai voulu faire, c'est de faire confronter la poésie et la cruauté. Moi, j'ai fait le protagoniste un personnage simple d'esprit parce que je crois que son point de vue est différent que les personnes normales. Mais ce que je veux écrire, c'est vraiment son point de vue parce que son point de vue correspond mieux à la réalité pour moi. 那个你是已经到过北京，那我刚才就特别有一个想法，我想有机会要邀请你们去我们的乡下去看一下我小时候的那个环境。Alors vous êtes déjà allé à Pékin. Moi, j'aimerais envie de vous inviter à visiter la campagne de Hunan pour vraiment voir dans quel environnement je vivais de mon enfance. 然后这个小说它是写的一群女人为了生存进行代孕，那么这个代孕公司呢它是非法的，所以就存在一种非常严酷的管理，也就是说你选择了代孕，那么你就失去了人生的自由。Dans ce roman, nous avons parlé des femmes qui sont obligées de faire ce choix d'être mères porteuses pour vraiment survivre. Donc, il s'agit d'un établissement illégal et dans cet établissement, le contrôle est très sévère parce que si tu as décidé d'être mère porteuse, il faut abandonner d'autres libertés. 我不知道那个你在翻译的当中最打动你的，或者说你觉得印象最深刻的会是什么？
很诚恳。 Je ne sais pas quelle partie vous impressionne le plus quand vous traduisez le roman. Moi, j'étais vraiment le grand plaisir, c'était de traduire les passages poétiques où la jeune fille perçoit le présent en le traduisant aussitôt dans sa tête, dans ses souvenirs du passé. Et ça, c'est vraiment extrêmement subtil au niveau de l'écriture. Oui, merci Brigitte d'évoquer ça, c'était une de mes questions, alors je vais rebondir tout de suite là-dessus, parce que justement vous soulignez bien tout à l'heure que finalement ce Zhongpian juxtapose fable politique avec effectivement la Chine autoritaire, patriarcale dans ses aspects inhumains, et ce conte poétique où la jeune fille vit le présent comme le passé et le passé comme le présent, et ça en chinois ça marche très bien, parce qu'il n'y a pas de temps grammaticaux et c'est parfait. Exactement. Alors en traduction, comment est-ce qu'une traductrice se débrouille avec ça? C'est toujours l'immense problème de la traduction du chinois, c'est quel temps choisir pour la narration. Et quand on a une narration qui est décalée comme ça, on peut choisir un temps présent et on peut choisir un temps passé. Et en fait, oui, ce que pense la jeune fille, c'est plutôt au passé. Et ce qui se passe dans la clinique de mère porteuse, c'est plutôt au présent. Mais je suis en train de traduire un roman où c'est encore plus difficile parce que c'est un rapport entre les souvenirs d'une vieille dame qui a perdu la mémoire, dont on recrée la mémoire, et il y a une triple narration entre le passé, le présent qui n'est pas vraiment le présent parce qu'elle est en train de se souvenir du passé, mais on ne sait jamais la frontière entre ce qu'elle imagine et ce qui est la réalité. Et donc là, on ne sait jamais si on est au présent ou si on est au passé. Non, dans l'autre roman. Non, c'est autre chose. C'est un autre exemple pour donner un exemple de passage du présent au passé. Alors, je sais. Voilà, pour rebondir tout de suite sur ça et peut-être illustrer de manière beaucoup plus concrète pour le public ce que ça donne, en fait, ces chapitres courts au style ramassé qui mélangent deux univers avec toutes ces juxtapositions filtrées à travers les sens de la jeune idiote et qui, pour moi, avec les peintures, donnent quasiment à certains moments une dimension synesthésique de la lecture. Je vous propose de lire tout de suite, d'abord en chinois et puis en français, un extrait du chapitre 20 sur la question des symphonies. Oh, ça c'est génial. 这一段吗？啊，用中文吗？还是用法语？中文呀。OK。牛总统说，大肚子的女人吃多了会成负担，而且装不下。肚子里的那个人占了太多地方，而且吃的再多都会变成屎。多吃音乐没问题，吃音乐为产品，脑子就会聪明，智商高。古典、民谣、爵士、乡村音乐，吃的最多的就是交响乐。尽管是一些甩盘子、砸玻璃、锯铁、电焊、打雷、劈柴的声音，还有人用村里妇女喊吃饭的大嗓门唱歌，啪啦啪啦，舌头很大，有时候只剩一根针尖似的细线，扯出尖尖的声音，像巢里的小鸟张嘴要吃的。一群大鸟，他的爸爸妈妈、七姑六婆拍打翅膀飞来了，哗啦啦一阵大风大雨，太阳砰地弹出来，阳光炸开一个洞，黑夜从滑梯里滚出来，月亮气球一样飘在天空，植物在呻吟，白玉兰使劲撑开肥大的花瓣，花粉洒落下来。我现在自己觉得也有点陌生感，因为好像觉得真的写的挺好的。
Oui, très bien. Ah oui, c'est vrai. Sorry. Oui, oui. En lisant ça, je me sens un peu étrange par rapport à mon propre texte et je me suis dit que j'écris vraiment bien. C'était un morceau d'archive. Hein. Selon le président Nyo, si les femmes qui ont un gros ventre mangent beaucoup, leur ventre peut devenir un fardeau. En plus, cette chose dans leur ventre finit par prendre toute la place. Alors, si elles continuent à manger beaucoup, ça devient juste des excréments. Consommer beaucoup de musique, en revanche, ça ne pose pas de problème. La musique nourrit la production. Elle rend plus intelligent et élève le QI. Musique classique, folk, jazz, country, peu importe. Mais l'optimum, pour ce qui est de la consommation, ce sont les symphonies. Les symphonies, c'est plein de bruits d'assiettes cassées, de verres brisés, de fer scié, de bruits de soudure et de tonnerre, et de petits bois que l'on hache menus. Il y a aussi des voix de femmes de la campagne jacassant et criant « à table !» en chantant à tue-tête. Par moments, il ne reste plus qu'un filet de voix ténue, un son aigu, comme la pointe d'une aiguille. On dirait le piaillement d'un oiseau dans son nid, bec ouvert, attendant d'être nourri. Alors arrive en battant des ailes une nuée de grands oiseaux, le papa et la maman, mais aussi une volée de tantes et de cousines qui font un raffut d'enfer comme un jour de tempête. Le soleil frappe un grand bang, et la lumière fait un trou immense. Expulsée, la nuit s'échappe en glissant sur un toboggan. La lune, tel un ballon, flotte là-haut dans le ciel. Les plantes gémissent, et le magnolia blanc, s'évertuant à ouvrir ses pétales, fait voler le pollen qui va tapisser le sol. Et donc ici, La structure d'une symphonie, vous n'avez plus qu'à essayer de trouver de quelle symphonie il s'agit. Hein? Ah oui, d'accord. 他说那个就是这段里面因为有描写到那个交响乐，所以就是说有很多的乐器的声音在里面交杂。我想看看你这个大家有没有类似的感受。Ce truc. La technologie. Oui, et donc pour revenir rapidement sur la question stylistique, donc vous avez pu percevoir, j'espère, c'est... Donc ça, c'était évidemment oui. la jeune pas très bien dans sa tête qui raconte. C'est la narration de la narratrice. Et donc, c'est un exemple de la manière dont elle conçoit le réel autour d'elle. Et alors, ce qui transparaît aussi, et je pense que c'est une constante à travers les romans de Shankari, et peut-être qu'elle voudra nous en dire plus, c'est la question de l'humour. Parce que ce soit à travers les perceptions filtrées de la narratrice ou les discours du président Nyo, qui sont truculents de droiture et de... et c'est quelque chose qu'on voit par exemple aussi dans Filles du Nord, ou quelque chose qu'on voit aussi dans Croissance barbare, sont toujours des personnages qui ont plus qu'une joie de vivre, qui ont un réel mordant de vivre en fait, et qui vont traverser des situations souvent très difficiles, mais avec énormément d'humour, énormément de piquant. On le voit par exemple pour le personnage de Pomme dans Foodie, ici. Et donc, j'aurais voulu entendre Shankari sur cette question-là, ce mordant de vivre qu'ont ces personnages et comment ça leur vient. 我觉得吧，就是我这个人其实是很没有幽默感的人。那我觉得我特别感谢写作让塑造了另外一个我，也就是说，我能发现到我在写作当中的那种幽默。那么，幽默的文风有趣，一直也是我对文本对文学的一个追求，趣味性我是非常重视。 Moi, personnellement, je suis une personne sans sens d'humour. Et alors, c'est en écrivant, c'est dans l'écriture que je retrouve un autre moi qui peut éprouver certains sens d'humour. Parce que l'humour, c'est aussi quelque chose que je recherche en écriture. Je veux que mon texte soit intéressant et qui fait rire.
像刚刚读的这一段对于交响乐的描写，因为对一个弱智和一个不懂音乐的人来说，那个交响乐就像砸锅卖铁一样的这种声音，摔盘子呀，或者砸铁呀，或者电锯啊，各种声音。那么就是我就把它想象成这样的一个描写。如果你正常的去描写这个音乐多么悠扬，多么其实它就脱离了这个叙述者的一个所知的一个范围。Par exemple, dans le paragraphe qu'on vient de lire, on a mentionné de la symphonie, mais là, il faut toujours soutenir que c'est vu d'un personnage de simple d'esprit. Et du coup, pour elle, la symphonie, c'est des bruits de fer, de bricolage. Si dans ce paragraphe-là, on décrit l'élégance de la symphonie, ça ne correspond pas aux caractéristiques de ce personnage. 我觉得越是沉重的东西，越要写得越轻。越是苦难的东西，我越不是那么板着面孔来讲述。那么这是我的一个叙事的一个技巧。Il y a une technique de narration à moi, c'est que j'écris les choses lourdes avec une légèreté et j'écris des choses amères en rigolant. 这个就对我就是力求去追求一个写作当中。就是无我，就是你可能看不到作者，然后就是陌生化。我特别喜欢的就是我们曾经探讨的是法国女作家尤瑟纳尔，玛格丽特·尤瑟纳尔，她的作品，她的叙事，她绝大部分作品是无我的，就是作者你看不到作者的影子，看不到作者的这个情感在里头，这种陌生化的处理，这种客观，对于一种真实，对于一种冷静，对于一种深度的呈现，我觉得它是更有力度的。Je cherche toujours de me faire disparaître dans mes écritures. Avec Brigitte, on a beaucoup parlé du style d'Ursenard. Parce que pour moi, ces écritures, il y a une étrangeté d'elle-même dans ces écritures. On cherche que ce soit une écriture sans moi et pour garder le sang-froid. 然后就是其实客观也是福楼拜提出来的一个著名的文学观点。福楼拜的《包法利夫人》就是对现代小说的影响是可谓深远。C'est aussi quelque chose cherché par Flaubert aussi, parce que il a mis en pratique de ces principes dans Madame Bovary, qui est une œuvre qui a beaucoup influencé les écritures contemporaines. Oui, donc pour rebondir tout de suite sur cette question de l'humour, mais cette fois-ci en traduction, Brigitte, nous avions parlé, quand vous étiez en train de traduire, du plaisir que vous aviez eu, finalement, essayer de caractériser le directeur Nio et sa manière de parler, et aussi de la manière dont il imite le discours politique et toute sa langue de bois. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ce résultat-là en français, parce que c'est quelque chose qui ressort particulièrement bien à mon sens dans votre traduction, c'est vraiment ce caractère extrêmement croustillant de cruauté. En fait, j'ai fait aucun effort particulier, mais je me suis laissée porter par le texte. Le texte était tellement fort que ça paraissait logique que le texte français soit pareil. Et en fait, c'est une question de rythme. Une fois qu'on a le rythme, ça vient tout seul. Et ce qui était difficile, c'est de passer du rythme des passages poétiques au rythme du passage un peu guindé de ce qui concerne le leadership de la boîte en question. Voilà, c'était ça. C'est le passage de l'un à l'autre. Et enfin,
大家啊，你想说什么？这我想我说到这个牛总统其实他使用的语言，如果在日常当中，他就是中国的官僚所使用的口号式的语言，它是很正常的，没有任何幽默感的。但是，一旦放到小说当中来，这个人物他在煞有介事的这么说的时候，这个小说他的幽默感和他的有趣就呈现出来的。Puisqu'on a parlé de ce rôle du président Niu, si on le met justement dans la vie quotidienne de la Chine, il parle tout simplement comme des cadres du Parti communiste avec des slogans. Mais si en le mettant dans son rôle dans le roman, l'humour apparaît avec sa langue telle qu'elle. Ouais, c'est le décalage en fait qui produit l'humour en la matière. Et voilà, et pour arriver par là sur quelque chose qui est pour moi une des thématiques centrales du roman, c'est la question bien sûr du corps et du pouvoir de l'État sur le corps de la femme. Alors Shankri, vous annoncez une trilogie de l'utérus. On aimerait bien en savoir plus. 我们是忙着搞运输啊，子宫三部曲。对，我为什么这么命名的？我是忽然意识到，我在写的都是关于女性的身体。最近的小说。Pourquoi j'ai nommé la trilogie de l'utérus, c'est parce que tout à coup je me rends compte que je suis toujours en train d'écrire sur le corps de la femme. 第一部是景辉，已经刚刚在台湾出版。然后景辉写到结尾的时候呢，因为当时他写的是一个小镇，因为死掉了一半人口之后呢，那么他们要大力发展繁殖人口，发展经济，那么就鼓励。就强迫女性怀孕生孩子，但是女性仍然不够，那么他们就必须要像阎王、像女鬼租赁子宫来发展人口。这是景辉。Alors le premier roman s'appelle comment ça en français la désintoxication des métaphores. Et donc ce roman-là vient d'apparaître à Taïwan. Dans ce roman, on a parlé d'une histoire qui se passait dans un canton et en moitié de la population est morte. Et du coup, pour remonter l'économie, toutes les femmes sont forcées à porter des bébés. Mais même... Aucune comparaison avec la situation actuelle, évidemment. Ok, merci pour le commentaire. Même toutes les femmes sont obligées de porter des femmes. On n'a toujours pas assez de femmes, assez d'utérus. Du coup, on doit emprunter l'utérus aux des des fantômes féminines. 然后这个小说结束以后，我觉得意犹未尽。那么我又正好我回到老家的时候，我们邻居一个80多岁的寡妇，80多岁守寡50年，她去世了。那么她的去世直接给了我写下一部小说的灵感。Alors, même si j'ai bien fini ce roman, mais je veux quand même continuer ce sujet. À ce moment-là, je suis rentrée à mon village natal et j'ai rencontré pardon, ma voisine de 80 ans, mais qui a vécu une vie seule, veuf. Oui, mais qui a vécu en tant que veuve pendant 50 ans. Cette voisine était décédée devant moi. Et du coup, cet événement m'a donné l'envie de continuer toujours sur ce sujet et d'entamer sur un deuxième roman. 因为他身体里一直有一个节育环，一个金属圈。那么他
他医生他有好几次要去摘掉这个东西，但是因为种种原因没有摘掉这个环，让他一生都感到不适。但是他最终带着这个环，就是躺在棺材里。Alors, pour cette voisine de 80 ans, elle a dans son corps. Il y a quelqu'un qui peut expliquer ça en français pour moi. Un petit truc qu'on met dans l'utérus pour anti-préservatif. Bon, vous connaissez ça. Donc, ça lui fait toujours mal pendant sa vie là. Elle a toujours voulu de l'enlever de son corps, mais par plein de raisons, elle n'arrive pas à le faire vraiment. Donc finalement, elle est morte avec ce truc toujours à l'intérieur de son corps. 同时我也想到了我小的时候，我见了太多的女人，她们因为结扎，因为堕胎，她们这样的遭遇，让我自己童年的阴影特别大。我那时候就从来不敢想，我说我长大以后，我永远都不要结婚，永远都不要生孩子，因为我害怕去医院去动手术，害怕去身体里给放进一个铁的东西。Et aussi, quand j'étais petite, j'ai trop vu des femmes qui ont subi de la douleur en faisant des avortissements et aussi de mettre ce genre de truc à l'intérieur de son corps. Et du coup, j'ai été traumatisée et j'ai jamais pensé que je vais me marier ou que je vais accoucher un bébé par peur de me faire opérer obligatoirement. 所以几种原因，然后促使我开始构思这个小说。这个女人她生了7个孩子，那么我在想她有好几个女儿，那么几个女儿她们也经历过计划生育，所以基本上80岁的老太太是吗？对，她有好几个女儿，那么她们基本上一个家族就反映了整个中国几十年的这个社会的状况。那在他们身体上的遭遇，他们的身体遭遇了几十年中国制度带来的这种问题。Alors, cette voisine de 80 ans, elle a 7 enfants, dont quelques filles aussi. Et ses filles ont aussi vécu cette politique d'enfant unique. Donc, toute sa famille est un miroir de la politique concernant la naissance de bébés des décennies. Leur corps est un miroir de ces politiques-là. 对，我看到有的同学眉头都皱起来了，这确实是一个听着就让人感到不舒服的一个事情。Je vois quelqu'un d'entre vous a 这个动作怎么说？Des expressions de sourcils. Je sais que c'est vraiment un sujet qui fait mal, qui déplaît, même en écoutant, simplement en écoutant. 因为中国13亿人口，中国有9亿是农民，那么可想而知有多少农村的妇女。那么这是一个绝大多数的一个群体。那么他们的，而且这些故事都是非常普遍的，不是说是一个极其的特别的个例。那么我想，正好就是说，我在写的这个当中，这个中国的2胎政策，不是2胎是前几年的事，就是整个计划生育制度就要取消了。美国彭博社有一个发表了一个文章，就是说中国要取消计划生育这样一个东西。那正好有契合了我写这个小说的一个心理。我想这些女性，这个制度的终结，这些女性带着她们的身体，她们的创伤要走到历史当中，那么谁还能记得她们？我在想，也许我在一个创作坛里面谈到，
也许过很多很多年以后，他们的墓被盗开、被挖开，人们发现了一个金属的这个器具，那么可能又要费一番考古去考证这个东西是干什么用的。Alors, nous avons 1,3 milliard de population en Chine, dont 900 millions sont paysans. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Il y a trop nombreux de femmes qui ont subi ce genre de douleur. Durant que j'écrivais ce roman-là, on a mis fin en Chine à la politique d'enfant unique. Et du coup, je me suis dit que toutes ces femmes, avec leurs propres blessures, elles vont simplement entrer dans l'histoire comme ça et qui vont encore se souvenir d'elles. Peut-être un jour, si on réouvre les tombeaux de ces femmes-là, on va retrouver dans leurs os le petit truc en métal. Et à ce moment-là, les gens du futur vont encore se demander ce que c'est et vont encore faire de la recherche sur cette histoire-là. 然后这一本书是下个月初在大陆叫子宫，不叫子宫，大陆这个名字审查通不过，就改了另外一个名字，但是在台湾还是会叫子宫，然后英语版什么的都会翻译成子宫。子宫3部曲，第3部是女佣保姆，这个是非常有意思，也是会用非常幽默，已经写完了，也是比较幽默的一个风格。一些农村的女性，她们到城里做保姆，那么我觉得我的这个观察的角度是可能跟别的人的书写有一些区别。Alors, ce deuxième roman va bientôt être publié le mois prochain en Chine. Mais en Chine, on ne peut pas border le nom l'utérus parce que on va être censuré tout simplement à cause de ce nom. Mais à Taïwan ou à Hong Kong, on va toujours garder le nom l'utérus. Et j'ai déjà fini le 3e roman qui s'appelle La Servante. Il s'agit de la description des femmes rurales pour être servantes dans les villes. Mais je crois que j'ai des points de vue ou d'angles d'attaque différents que les autres. 因为他们同样充满了欲望，当他们选择在谁家做保姆的时候，他会考虑对方。如果是一个退了休的男人，老男人，那么他们很愿意去他那儿做，因为第一，他们可以以一种非常轻松的手段去获得金钱，然后也可以去反正是想获得自己想要的东西。还有一些他们也卷入了一些包括贪官，包括这个欺诈案件当中。我是以保姆第一人称的这种叙事来讲的，就是有一种特别亲历的这种感觉。亲身经历OK。Ces servantes-là, elles ont aussi leurs propres désirs. Par exemple, elles veulent choisir de travailler chez de vieux retraités parce que comme ça, les travaux seront beaucoup plus faciles. Elles sont aussi amenées par des histoires de la corruption du host. Comment est-ce qu'on dit ça? La famille d'accueil. Oui. Oui, et la narratrice est aussi en servante, donc le ton est vraiment très proche de ce qui se passait parce qu'elle vit vraiment personnellement de tout ce qu'elle va raconter.
Alors ici, une question qui vient très naturellement, c'est la question des parallèles et des influences qu'on peut faire avec d'autres œuvres littéraires, puisque déjà, pour Un paradis, dans la critique littéraire française qui a suivi la sortie du roman en français, il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits avec La Servante écarlate. Alors ici, pour le 3e tome, vous nous parlez de Servante dans une dystopie du monde réel, finalement, de la société chinoise, et donc quelles ont été vos inspirations, bien sûr, outre la société contemporaine, pour cette trilogie? Mais la Servante écarlate, c'est une critique des critiques français. Donc elle l'a pris à ce moment-là. Ouais. 我觉得我还没看过《使女的故事》，但我觉得它已经是有电影了，是吧？就已经非常非常热。我是今年上半年3月份，对，3月份开始写的。这个小说写的特别的愉快和写的特别的顺利。因为我去年我爸爸去世以后呢，我就回家乡的时间比较多，陪我妈妈。那么，我觉得这是一个非常好的，我觉得我获得了一个非常好的机会，因为平时我不怎么在家常住的，往往就是探访一下，然后就走了。但是这次因为我住了时间比较久，那么我觉得我重新回到了乡村的一个现场。Je n'ai pas encore vu La Servante écarlate, mais je sais qu'elle est déjà très connue avec des téléséries, etc. Alors pour ce 3e roman qui s'appelle La Servante, je l'ai commencé en mars, mais je l'ai déjà fini parce que c'est un processus vraiment fluide. Mon père était mort l'année dernière, donc je suis rentrée chez moi dans mon village natal pour accompagner ma mère. Et pour moi, c'était une occasion très bonne parce que avant, j'avais pas vraiment l'opportunité de rester longtemps dans ce village-là, mais cette fois-là, j'ai eu le temps de vraiment retrouver la vie à la campagne. 这些在外面在城市做事的保姆，他们回到乡村的时候，他们就会在讲故事，跟我的亲戚讲故事。其实我没有参与，然后我只是张着耳朵听。我可能在房子里，他们在窗外，那我就这样断断续续的听了他们的一些故事。De mon village natal, il y a beaucoup de femmes qui sont sorties pour être servantes à la ville, et elles vont rentrer à la campagne et elles vont partager leurs expériences avec, par exemple, avec mes parents. Et j'étais là tout simplement écouter leurs histoires, et ça m'a donné l'inspiration d'écrire un roman sur cela. 一个关键的触动点就在于我们乡村一个非常非常漂亮的姑娘，长得特别美，然后又特别会读书，然后就是考上了省里面的重点大学，就是考上了1本。那么像这种非常难得的这样的一个女生，但是她的一个悲剧，直接对我的触动非常大。她的事情就是因为她家的保姆说出来的。Il y a une histoire qui m'a impressionnée le plus, c'est l'histoire d'une jeune fille de mon village natal. Elle est très belle, très intelligente, et du coup, elle est parmi les rares jeunes filles qui ont pu entrer dans une université clé de la province. Mais son histoire, c'est aussi une tragédie, et cette tragédie est racontée par cette tragédie est racontée par la servante qui a travaillé chez cette jeune fille. 因为她原本是一个受过教育，然后又是独立的一个女性，那么她为什么沦落到一个没有自我的一个境地？然后我由此也忽然就想写保姆这个一群保姆，他们各自在自己的遭遇以及各自在他们工作的家庭当中的这些家庭所发生的
事情，其实就是特别当代、特别现代的小城里面的人的生活状况和他们的精神追求吧。Alors pour cette fille très bien éduquée, elle est malheureusement tombée dans un état sans conscience d'elle-même, sans indépendance non plus. Du coup, ça me donne envie d'écrire sur la vie des servantes. Comme ça, je peux aussi attaquer leur famille d'accueil pour pouvoir inclure beaucoup de sujets de la vie de la Chine contemporaine. 因为一个生过2个孩子的博士，那么因为跟丈夫或者跟婆婆之间的很不愉快，然后因为生孩子造成的一种抑郁症，种种因素在一起，她选择了带着孩子跳楼。就是这个博士，就是那个年轻的漂亮的女孩，是吗？我想可能会有个嫁接。Ah, ok. Par exemple, je vais parler d'une femme PhD qui ont 2 enfants, mais à cause du malheur avec son mari et avec sa belle-mère, elle est tombée dans une très grande dépression. Finalement, elle a choisi de se suicider avec ses 2 enfants. Malheureusement, le temps tourne, donc avant de conclure, je vais peut-être ouvrir les questions à l'audience pour une dizaine de minutes, afin de laisser après 5 minutes, si certains d'entre vous voudraient faire dédicacer leur livre par Chen Krei. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions brûlantes à Chen Krei ou à sa traductrice Brigitte Duzan? Je sais que la plupart d'entre vous n'auront pas lu le livre parce qu'il est tout frais sorti du four. Mais ça peut être des questions plus générales sur la perception de Chen Krei dans son rôle d'écrivaine. Pourquoi elle publie à Taïwan plus qu'en Chine, on s'en doute, mais peut-être aussi des questions. Est-ce qu'elle a rencontré son public taïwanais? Il y a des questions derrière, il y a une question derrière, oui. Je vais prendre Encore une fois, ça ne montre pas votre voix, mais c'est juste pour l'enregistrement. Il faut quand même parler fort. 我不说安妞好安妞我也不说英语对不起你们都je voudrais poser une question à Brigitte Duzan et c'est une question de traduction parce que c'est pour moi l'occasion de dire tout le bien que je pense de son travail. Je me suis permis de le lui dire. Je l'ai croisé juste avant notre arrivée ici et je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour le travail qu'elle fait pour faire connaître la culture chinoise et les Chinois qu'elle aime beaucoup. Et je trouve que Chen Krei a beaucoup de chance de l'avoir trouvée comme traductrice parce que s'il y a bien quelqu'un qui aime les Chinois dans leur histoire profonde et les Chinois qui viennent de la campagne, c'est elle qui a écrit un livre extraordinaire que je vous conseille à tous et qui s'appelle 1000 ans de soucis et soudain le printemps. C'est un livre qui a été publié aux éditions de l'Aube, qui malheureusement aujourd'hui est épuisé, mais vous pouvez l'obtenir en bouquinerie, par exemple chez Amazon. Voilà, c'est une chose que je voulais dire. Mais ma question alors, c'est parce qu'elle a également, vous savez que nous devons à Brigitte Duzan 2 sites admirables, le site Short Stories, ChineseShortStories.com et le site Chinese Movies, qui est également une merveille d'expertise, de culture et de connaissance de la Chine.
dans un de vos sites, justement, dans Short Stories, où vous présentez Sheng Keyi, Brigitte Duzan, vous traduisez le roman, vous présentez une petite partie, le chapitre 5 du roman Un paradis. Et comme j'aimais beaucoup et ce texte et vos traductions, j'ai regardé d'un peu plus près et j'ai été très étonné de voir que ces deux textes étaient finalement très dissemblables. Et alors, ma question est la suivante. Lorsque vous arrivez ainsi pour une même œuvre à deux traductions aussi différentes, d'abord, est-ce que sur le cas précis de ces deux textes, il y en a un que vous préférez? Éventuellement, pourquoi, si vous pouvez le dire? Et si ce n'est pas le cas, de dire un petit mot comme ça de cette divergence, pour moi très riche, hein, parce que le texte que vous publiez dans Short Stories, la traduction du chapitre 5 est très très belle aussi. Je ne sais pas si vous avez souvenance, mais par exemple, il y a lors de la caresse de la comparse du directeur du centre, par exemple l'expression de papa papa qui vient naturellement dans la bouche de la narratrice. Enfin, voilà. Merci beaucoup de cette réponse. En tout cas, merci beaucoup pour vos compliments qui sont aussi un encouragement à continuer. En fait, si j'ai créé Chinese Short Stories, c'est pour donner le contexte, justement, quand on traduit quelque chose, donner le contexte sur le parcours de l'écrivain, sur ses antécédents, parce que je trouve que c'est absolument important, très important de connaître d'où vient un auteur et pourquoi il a écrit un roman ou une nouvelle et ce qui le caractérise. Donc c'est la même chose pour les films. Si on ne connaît pas le réalisateur et la période dans laquelle ça a été réalisé, c'est difficile de comprendre vraiment. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte. Alors pour ce qui concerne Foodie, donc la question reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture, plusieurs degrés d'écriture ou plusieurs styles d'écriture dans ce texte, et il convient évidemment de le rendre. Mais il s'agit tout simplement de se laisser porter par l'écriture. Et si on prend le rythme du texte, ça ne pose pas de problème. Et ça vient naturellement. Et quand ça ne vient pas naturellement, il faut arrêter et faire autre chose, hein, et revenir après. Parce qu'il faut que ce soit naturel. Il n'y a rien de pire que quand on force une traduction et qu'on cherche désespérément un terme qui ne vient pas. Et donc, on arrête et puis on fait autre chose. Donc voilà, ce texte-là, c'est ça. C'est trouver un rythme et trouver deux rythmes et passer de l'un à l'autre. Voilà, c'est pas question de traduction ou pas question de chercher un terme, une expression. Ça vient naturellement. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Voilà, bon, je voudrais d'abord vous remercier. Je ne connais pas du tout vos livres et je découvre aujourd'hui une petite partie de votre œuvre que j'ai d'ailleurs envie de lire. Je peux m'y intéresser à un double titre parce que je travaille comme psychiatre et je me rends en Chine assez régulièrement pour des formations de psychanalyste. Alors, je trouve que votre propos est tout à fait intéressant non seulement pour la valeur littéraire que ça peut avoir, mais aussi comme témoignage, évidemment, de ce qui se passe dans la vie contemporaine des femmes dans la Chine d'aujourd'hui. Alors, ce qui me frappe quand même quand je vais dans ces formations annuellement, c'est du nombre de femmes, justement, qui sont présentes dans ces formations et qui viennent. Et je pense que une forme de libération aussi, c'est par l'écriture, bien entendu, comme vous l'avez souligné, mais aussi par la parole. Or, ce que je constate, c'est que ça se fait de façon encore très individuelle, peut-être dans des chambres encore un peu closes,
Hein, on sait que les murs des psychanalystes sont assez, enfin, ils doivent l'être en tout cas, sont assez épais, et ça ne repart pas nécessairement directement dans la société. Alors c'est peut-être quelque chose qui m'interroge, c'est que j'ai le sentiment que dans le public, il y a énormément de témoignages. On a l'impression que les femmes ont la parole. Hein, on voit des journaux, des magazines de psychologie, des choses comme ça qui apparaissent, que les femmes font des formations de psychologues, donc elles sont très disposées à l'écoute de la souffrance, parce qu'il y a une énorme souffrance quand même qui est présente dans la société chinoise. Je pense que vous l'avez souligné. Et on a le sentiment en même temps qu'au niveau politique, la voix des femmes est totalement, encore totalement muette. Alors, est-ce que vous avez un espoir que ça se libère vraiment? Qu'est-ce que vous pensez de ça?其实女性的声音也好，或者说知识分子的声音也好，在最近的年头是日渐衰微的。它一方面有别的制度的原因，或者是管控的原因，一方面也有这个。据我的就是了解，有的人有一些绝望和懈怠，或者说就觉得完全说什么都没有用了，那么就干脆就什么也不说，他也有这样的一种心理或者状态。Si on parle de la situation de ces dernières années, non seulement les paroles des femmes, mais les paroles de tous les intellectuels sont en dépression, si je peux le dire ça comme ça en français. D'abord, il y a la raison de la politique et de contrôle plus sévère, mais il y a aussi un phénomène de tous ces intellectuels ou tous ces gens normaux qui se sentent désespérés parce qu'ils pensent que ça sert à rien de parler. Ça sert à rien parce que même si on parle, on n'arrive pas à changer aucune chose. Donc, oui. 就像比如说像 Me Too 运动到中国的时候，本来可以有一场比较声势浩大的这样的一场运动吧，但是就是说因为种种原因，这个事情就被戛然而止了，只是停留在一种关于个人私德的讨论，它没有上升到一个理论的一个层面去探讨人跟制度的关系，人跟自由的关系。我觉得我好像记得最后一篇文章是一个教授叫刘玉的教授，他写了一篇文章之后，在他那个之后就整个运动就戛然而止了，整个声音就消失了。Par exemple, pour l'événement MeToo, qui a aussi eu lieu ces derniers mois en Chine, en fait, on avait une possibilité de vraiment mener un mouvement qui pourrait avoir certains résultats significatifs, mais tout d'un coup, ce mouvement a été mis fin très brutalement. Donc, on était simplement sur le niveau de discuter le moral de certains particuliers, mais on n'arrive pas à critiquer ni le système, ni le mécanisme, ni le régime. Donc, ces dernières années, le contrôle est beaucoup plus sévère. 我们在公共空间讨论问题的这可能性不是特别大，而且空间是越来越小。那么可能在作品当中，你可以拓展一个空间，用艺术，用一种写作的技巧，用寓言或者用隐喻。那么
可能能够拓展一些空间，但也是非常艰难的，也是对艺术、对作家的一种考验。L'espace public pour la discussion est beaucoup réduite. On pourrait peut-être avoir des possibilités d'élargir un peu cet espace dans des œuvres avec des techniques artistiques, mais c'est une tâche très difficile pour les écrivains, pour les auteurs, de vraiment contourner quelque chose et élargir l'espace. 非常感谢您的提问。我希望以后会有更多的声音能够传到读者，传到更多的欧洲人、世界读者的耳朵里。Je vous remercie beaucoup pour votre question et j'espère aussi qu'il y a beaucoup plus de paroles de la Chine qui peuvent être entendues par le public européen. Je voulais juste dire un mot sur la psy. Vous êtes psychanalyste parce qu'il y a eu depuis plusieurs années un mouvement pour développer la psychanalyse en Chine. Donc vous êtes allé à Chengdu. Non, je suis allé à Wuhan. Ok, il y a plusieurs centres de développement. Ouais, et le plus important est à Chengdu et c'est un Chinois qui est venu en France pour rencontrer Lacan et malheureusement il est arrivé, Lacan venait de mourir, mais il a fait une psychanalyse et il est rentré en Chine ensuite et il a créé un centre lacanien à Chengdu qui est lié à l'université mais qui n'est pas vraiment dans l'université. Moi je connais pas Wuhan, mais je connais j'ai des amis psychanalystes qui travaillent avec Chengdu et qui vont faire des conférences tous les ans pour essayer. Mais la psychanalyse ne peut pas se développer dans les conditions actuelles étant donné qu'il n'y a pas de libération déjà de la parole. Donc c'est très très difficile, on ne peut le faire qu'en privé. Et en plus, il y a une espèce de commercialisation du phénomène à l'heure actuelle qui fait qu'il y a des psychanalystes américains qui sont emparés du marché et on peut faire maintenant une psychanalyse en Chine par Internet et par, comment ça s'appelle le téléphone par Internet et par Skype. Vous pouvez faire une psychanalyse par Skype avec son commentaire sur la qualité. Alors, est-ce qu'il y aura une toute dernière question avant de passer aux dédicaces? Une fois, là-bas, oui. Si vous n'avez pas encore votre livre, il y en aura ce soir, j'imagine, à filigrane. Donc, bonjour. J'ai lu le livre Un paradis. Et que je trouve magnifique, et dans sa traduction également fabuleuse. Comment vous parvenez, Madame Duzan, à transmettre toutes les images que Chen Keyi, qui est peintre d'ailleurs, et qui je trouve écrit comme une peintre. Elle utilise énormément d'images, des couleurs, des sensations, et je trouve que c'est un voyage fabuleux. Mais c'est un bouquin qui dénonce beaucoup la situation de la Chine actuelle et je le trouve extrêmement audacieux. C'est très courageux de la part de Chen Keyi. Mais je voulais savoir, par rapport à la censure, comment ce livre a été reçu et voilà. Alors, d'abord, on pourrait présenter, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est Isabelle Joly. C'est une écrivaine de chez vous qui va intervenir. Une écrivaine de Bruxelles, vous êtes de Bruxelles, qui va intervenir ce soir avec Chen Keyi à la librairie Filigrane. Donc vous y êtes tous conviés parce que ça sera une manière de continuer la discussion ce soir. Voilà. Et Isabelle connaît Chen Keyi qu'elle a rencontré à Shanghai l'année dernière, donc elles ont commencé une discussion. 谢谢伊莎贝尔今天上午还来陪伴。对的，我们
特别我真的是要特别感谢我的翻译，然后就是说把一本书做得这么好，我觉得这个法语版应该是 Bridge 的创作，然后我创作的中文版。对，伊莎贝尔是我们在北京的时候，我们有在中欧国际文学论坛，我们有见过，我们有在一个谈话，然后我觉得我跟他有非常多的共同点，然后我们也非常投缘。我来比利时，然后我就那个时候也在跟他也有一个约会，然后就是说我们能够再次在一起谈论文学。Merci beaucoup Isabelle d'être là déjà ce matin et moi je voudrais aussi remercier ma traductrice Madame Duzin parce que je crois qu'elle a vraiment très bien traduit et très bien fait sortir le livre. Le paradis en français c'est une création à elle, tandis que celle-ci en chinois c'est une création à moi. Et moi j'ai rencontré Isabelle à Pékin l'année dernière à l'occasion du forum de la littérature internationale sino-européenne. Et je crois que nous partageons beaucoup de points communs. Et donc on a fixé un rendez-vous en Belgique, donc je viens ici pour ce rendez-vous-là. Et alors elle demandait comment il pouvait se faire qu'un livre comme ça ait été publié en Chine, parce que c'est vrai qu'il est audacieux et qu'entre les lignes, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais en fait, c'est ce que disait Shanghai tout à l'heure, c'est qu'il y a eu très peu de publicité sur cette nouvelle, et qu'en fait, quand elle a été publiée dans ce livre-là. C'est la première nouvelle de ce livre, et elle est un petit peu noyée dans la masse. Donc elle ne se remarque pas vraiment. 我应该说，我遇到了一个非常好的编辑，这个编辑非常有思想。那么他的书，他做的书，在去年大概有8、9本都下架了，都是知识分子的书，全部都下架了。Je dois dire que j'ai de la chance d'avoir rencontré mon éditeur en Chine parce que c'est un éditeur qui était audacieux aussi. L'année dernière, 8 ou 9 livres de cet éditeur-là a été retirés de la librairie, de la vente. Ce sont tous des livres des intellectuels. 然后他特别喜欢我的这一组小说，尤其是福地。那么当时他跟我谈创意的时候，他说我们就是做一个非常低调的经典的款，不做任何宣传。然后我都同意了，但是这个书最后还是加印了，所以我觉得特别幸运。所以我们确实没有做任何的宣传。然后一方面是保持。不要这个过于的这个喧哗，然后另外一方面可能也是因为我没有在国内当时。Alors, mes nouvelles et ce roman du paradis lui ont beaucoup plu et donc il est venu me chercher. On a convoqué que ce sera une publication très modeste, sans aucune publicité. Mais même dans ce cas-là, on a eu une deuxième réédition de ce livre-là. Je crois que d'abord, c'est à cause de ce fait qu'on n'a fait aucune publicité, mais aussi à cause de ce fait que j'étais à l'étranger, mais pas en Chine à ce moment-là. 所以一本书的运气，有时候也在于一个编辑，也在于一个出版人。如果他稍微有一点点勇气，那么这个书就能出版。如果他非常非常谨慎，非常非常害怕，那么这个书它就可能下去了。所以一个书的命运其实也在编辑和出版人之间有一个轻微的一个摇摆，所以我觉得这是一个好的运气福地。那么而且现在到了法国，我觉得我非常开心的。Alors, le destin des livres en Chine, ça dépend en fait
du courage de l'éditeur et aussi du courage de la maison d'édition. Donc, c'est-à-dire que si l'éditeur, il ose un peu plus, peut-être ce livre aura la chance de voir le jour. Mais si on a rencontré un éditeur vraiment conservatoire ou à très peu de ce régime, ce livre va simplement disparaître devant la vue de la public. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir rencontré cet éditeur-là et maintenant j'ai vu mon livre publié en France. Donc je suis vraiment très contente. Et il a été traduit en russe aussi. Et en plus, il a été traduit en russe aussi. Hein et le traducteur russe est bien mieux, parce que c'est le traducteur de Moyan. Malheureusement, l'heure nous rattrape. Alors merci beaucoup Shankari d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup Brigitte. Et merci Awe pour la traduction.